Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans vos fonctions? Oui. Alors, donc, je suis Sophie Élyséon, je suis préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Nord. Le préfet dans un département, c'est le représentant de l'État. Il est là pour assurer un certain nombre de rôles de l'État. D'abord la sécurité des citoyens, et ensuite le respect des lois au sens large, et évidemment la déclinaison des politiques qui sont déterminées par le gouvernement. Et moi, mon rôle, c'est de garantir la déclinaison des politiques d'égalité des chances. Alors ça passe par l'accès au logement et à l'hébergement des personnes les plus démunies, par la lutte contre l'habitat indigne, par la politique de la ville, et puis par des politiques un peu spécifiques sur certains publics, dont la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se comporte une femme qui vient d'être battue? Que fait-elle? Est-ce que c'est facile d'en parler dans son entourage? Alors c'est un sujet qui est très tabou encore aujourd'hui, et c'est vrai que quand on est victime de violences, encore plus quand ces violences s'exercent à l'intérieur du couple, donc qu'elles sont exercées par une personne qui est connue, c'est difficile d'aller en parler à l'extérieur. Ça c'est une première chose qui est évidente, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été conduits justement pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales de trouver des professionnels et d'aller dire les situations dans lesquelles elles se trouvent. Je pense au numéro vert 3919 qui permet à toutes les femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple d'appeler et de faire connaître leur situation, et après de se faire orienter vers des professionnels. Mais les premières réactions, alors ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui ont travaillé précisément sur ces sujets, psychologues, médecins notamment, c'est que en règle générale, la première réaction est de se dire que c'est de sa faute si elle est dans cette situation-là. Et donc on a à la fois un sentiment de culpabilité et un sentiment de honte. Et donc c'est contre ça que l'État veut agir, en disant que non, la personne qui est victime de violence précisément est une victime. Et ce qui lui arrive n'est pas de sa faute. Et les violences conjugales et les violences à l'égard des femmes au sein du couple, mais également dans l'espace public, sont interdites et punies par la loi. D'accord. Et est-ce que vous savez quels sont les impacts au niveau psychologique? Alors il y a des impacts évidemment sur les femmes qui sont victimes, mais aussi sur les enfants qui sont élevés dans des couples où il y a des violences conjugales. Alors les impacts, il y a des impacts psychologiques, mais il y a aussi des impacts parfois sur la santé physique. Des impacts psychologiques qui consistent effectivement à faire en sorte que la personne d'abord va se dévaloriser, ensuite va être tout le temps dans la crainte, enfin va se sentir finalement capable de rien. Ça c'est un des grands enseignements des travaux qui ont été conduits depuis assez longtemps finalement sur ce sujet-là, mais qu'on a découvert il y a peut-être une dizaine d'années, c'est qu'en fait tout le processus qui consiste à installer la violence au sein des couples est un processus qui apprend à la femme qui est victime qu'elle est incapable de quoi que ce soit. Et donc elle ne va plus oser rien faire parce qu'elle se croit incapable de quoi que ce soit. Il y a eu des expériences, pas sur les femmes victimes de violences, mais des expériences aux États-Unis sur ce sujet-là. On a enfermé des étudiants dans un amphithéâtre, et en leur disant qu'on allait leur faire vivre une expérience sur le comportement des êtres humains, qu'ils étaient payés pour cette expérience. On leur a donné l'argent avant et on les a enfermés dans un amphithéâtre, et on leur a fait passer des sons avec un niveau sonore complètement inacceptable. Donc évidemment tout le monde s'est rué sur la porte pour essayer d'ouvrir, sauf qu'ils étaient enfermés. On a reproduit l'expérience à plusieurs reprises, et à la dernière reprise, on a laissé la porte ouverte. Mais plus personne ne s'est levé pour aller ouvrir la porte. Ils avaient appris qu'ils étaient incapables de quoi que ce soit, et ils sont restés à subir ces sons insupportables. Le phénomène est le même en fait. Le déroulement de la violence au sein du couple apprend aux femmes qu'elles ne sont pas capables de se débrouiller toutes seules, qu'elles ne sont pas capables de quoi que ce soit, et donc elles sont à un moment donné, quand la violence
est installée depuis longtemps dans l'incapacité d'agir. Mhm. C'est pour ça que c'est important aussi, finalement, de réagir dès la première manifestation de violence. Et il faut être très vigilant parce qu'il y a des violences physiques qui sont visibles. Quand on prend une claque, on s'en rend compte. Et puis, il y a des violences psychologiques qui sont beaucoup moins visibles, beaucoup plus difficiles à détecter. Alors, vous êtes venu faire une conférence à Valenciennes par rapport aux lois. Donc, pouvez-vous nous éclairer sur les lois qui sont mises en place pour les femmes battues ? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les dispositions législatives pour protéger les femmes, mais les dernières en date qui doivent dater, je pense, les dernières évolutions de 2 ou 3 ans, elles sont venues réaffirmer un certain nombre de choses et proposer des outils pour protéger les femmes. D'abord, elles ont affirmé, celle-là est plus vieille, mais elles ont affirmé le fait que quand on est victime de violence de la part de son conjoint, de quelqu'un qui ou bien est marié avec vous, ou bien vit avec vous, ou de votre ex-conjoint, c'est encore plus grave que si c'était n'importe qui que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est un fait nouveau et qui a vraiment permis de s'intéresser à la question des violences au sein du couple, parce que jusque-là, finalement, que ce soit votre mari ou un inconnu qui était violent avec vous, la peine encourue était la même. Là, le fait que ce soit votre conjoint, c'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Donc ça va alourdir la peine. Il y a une loi qui est venue reconnaître aussi le vol entre époux. Ça, c'est quelque chose d'assez important. J'ai dit qu'il y avait plusieurs sortes de violences, y compris des violences psychologiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des violences économiques ou administratives. Et quand, par exemple, ça, c'est des choses qui sont très faciles, quand, par exemple, on ne veut pas montrer qu'on est violent vis-à-vis de son conjoint, on lui vole ses papiers. Dès lors, il ne peut plus circuler. Et donc comme ça, on oblige la personne à rester à la maison, par exemple, et on l'empêche finalement d'être libre de ses actes. Et bien ça a été reconnu, mais il y a, je pense, oui, peut-être une dizaine d'années maintenant, par la loi. Et donc maintenant, une femme peut déposer plainte contre son conjoint s'il lui a volé ses papiers, ou si, d'ailleurs, il lui vole également le fruit de son travail, comme ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il l'empêche de percevoir son salaire. Et puis encore plus récemment, il y a eu des dispositifs pour finalement éloigner les conjoints violents. Parce que souvent, et c'était une forme de double peine finalement, quand les femmes qui étaient victimes de violences finissaient par se convaincre qu'il fallait déposer plainte et aller jusque devant le juge, eh bien, quand le juge décidait de condamner le mari ou de faire en sorte que les deux ne puissent plus se voir, bien souvent c'était à la femme de déménager. C'est une forme de double peine parce que non seulement elle était victime de violence, mais en plus il fallait qu'elle réorganise toute sa vie en un autre lieu. Donc la loi a prévu maintenant qu'on puisse éloigner le conjoint violent et l'empêcher de revenir à proximité du domicile qui était le sien. Et encore plus récemment, donc, a été mis en place ce qu'on appelle le téléphone grave danger. C'est en partie de ça que j'étais venue parler à Valenciennes. C'est un téléphone avec un numéro d'appel préenregistré unique et une géolocalisation qui permet aux femmes qui en sont dotées, si elles voient leur conjoint, par exemple, interdit de les approcher ou si elles se sentent en grave danger, eh bien, elles peuvent joindre ce numéro de téléphone et tout de suite, l'opérateur prévient le service de police ou de gendarmerie le plus proche pour se rendre auprès de cette femme. Voilà ces dispositions pour protéger les femmes. Et puis, il y a eu de nouvelles dispositions également dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été présenté le 25 novembre dernier par la ministre en charge. De nouvelles dispositions aussi pour protéger les enfants. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ces violences ont aussi des conséquences sur les enfants. Ils ne sont pas forcément directement victimes des coups ou de la pression psychologique, mais pour autant ils en sont témoins, ils entendent les insultes, ils voient les coups portés ou ils perçoivent l'indifférence. Quand je parlais de violence psychologique tout à l'heure, c'est particulièrement perturbant aussi, c'est particulièrement violent quand on est complètement ignoré au sein d'une famille. Et ça aussi, ce sont des choses qui arrivent. Et donc les enfants perçoivent tout ça. Donc comment on arrive à protéger les enfants dans ces contextes-là? Eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre grâce au dernier plan de lutte pour protéger les enfants, notamment par exemple en permettant aux mamans et à leurs enfants d'être accompagnées par une tierce personne quand elles vont
permettre au papa de l'enfant de rencontrer leur enfant, par exemple. Ou alors d'organiser ses visites dans des lieux neutres, accompagnés avec des professionnels. Comment les lois de la République peuvent-elles lutter contre des religions qui autorisent l'homme à battre la femme? Alors plus que lutter contre des religions, en réalité, les lois de la République luttent contre des comportements qui sont interdits, qu'ils soient motivés par un principe religieux ou par des sectes, parce que ça existe aussi, ou par simplement finalement la violence intrinsèque des individus. Ce que fait la loi, elle s'impose à tous et à toutes, y compris dans les foyers. Et ça, c'était des choses qui étaient inconcevables, alors peut-être pas au siècle dernier, mais au siècle encore précédent. C'est-à-dire que l'État n'était pas autorisé à s'occuper de ce qui se passait à la maison. C'était privé, ça n'appartenait qu'aux gens. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, en tout cas sur les lois sur les violences à l'égard des femmes au sein du couple. Ce sont des lois qui permettent effectivement d'aller regarder ce qui se passe dans la famille à travers, par exemple, le travail des travailleurs sociaux, alors qui sont soit à l'éducation nationale, soit dans les conseils départementaux, et qui ont l'obligation, quand ils voient des situations de violence, d'en faire part aux autorités si ils constatent qu'il y a un véritable danger pour les femmes ou pour les enfants. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles et qui permettent d'agir, y compris d'ailleurs de saisir directement le procureur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est un travailleur social, qu'on constate que dans une famille, il y a une femme qui est en grand danger, si elle ne veut pas aller déposer plainte, parce que c'est un processus très difficile pour une femme victime de violence de se dire qu'elle va aller déposer plainte, mais si on constate qu'elle est en grand danger, on est obligé, quand on est professionnel, d'avertir le procureur. Et après, le procureur se saisit tout seul, si nécessaire, en demandant effectivement une enquête au service de police ou de gendarmerie. Donc on peut aller aujourd'hui jusque-là. Mais ça ne sera pas sur un sujet religieux auquel on va intervenir, mais sur un sujet de droit qui dit que les violences à l'égard des femmes, notamment au sein du couple, sont interdites et punies par la loi. D'accord. Et enfin, quelles sont les solutions pour protéger les femmes battues? Alors, il y a effectivement tout ce que je disais sur l'aspect numéro vert, donc que je rappelle, le 3919, qui permet de faire part de la situation dans laquelle on est, un certain nombre de référents violences qui sont des référents de l'État qui sont déployés sur les territoires. Il y en a un certain nombre dans ce département et qui suivent des femmes victimes de violences et les accompagnent dans leur démarche pour sortir de ces situations-là. Et puis vous avez effectivement aussi des centres d'hébergement dédiés à l'accueil des femmes et de leurs enfants victimes de violences conjugales et qui permettent aussi, avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, d'accompagner les femmes pour qu'elles se sortent de ces situations de violence. Mais c'est un processus qui est très long parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement, les victimes finissent par croire qu'elles sont incapables de rien, qu'elles ne sont capables de rien, pardon, et donc du coup, souvent, vous pouvez avoir un système qui consiste à dire hop, je vais déposer plainte, et puis finalement, 2 ou 3 jours après, je vais retirer ma plainte. Parce que je me dis que c'est ma faute, que je l'ai bien cherché, ou que mon compagnon va changer. C'est toutes ces choses-là qui sont en chemin. Donc, le fait d'être hébergé dans des centres d'hébergement, ça permet aussi de se poser à distance pour pouvoir travailler sur tout ça. Et elles peuvent être prises en charge tout de suite ou il faut une attente Alors elles peuvent être prises en charge tout de suite puisque c'est un public prioritaire pour accéder à l'hébergement, mais aussi pour accéder au logement, parce que finalement, les femmes qui n'ont pas besoin d'être hébergées, elles n'ont pas toutes besoin d'un accompagnement psychologico-médical ou médical. Certaines peuvent tout simplement changer de logement parce qu'elles veulent échapper à la violence de leur compagnon, et elles sont aussi prioritaires pour accéder à un logement. Alors vous dire que tout ça fonctionne absolument tout le temps, ce serait mentir, puisque vous savez quand même qu'il y a une forte pression dans l'accès au logement pour tout type de public, et c'est encore peut-être plus vrai dans le département du Nord, qu'il y a aussi une forte pression sur l'accès aux hébergements, mais il y a des places qui sont réservées dans les hébergements pour les femmes victimes de violences et qui permettent d'apporter une réponse. Et de toute façon, quand il y a vraiment un danger qui est clairement avéré, l'État a toujours la possibilité de financer des places hôtelières pour mettre à l'abri rapidement. Ça, c'est toujours possible. Okay.
Et on va finir par quelques questions qui sont plus basées sur les femmes. Donc premièrement, quelle est la moyenne d'âge la plus fréquente des femmes battues? Alors c'est plutôt jeune, on va plutôt être sur la tranche de la 25-30 ans je pense. Alors pour vous c'est déjà vieux, mais voilà, on va être plutôt sur la tranche de 25-30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un couple où il y a de la violence, les violences s'aggravent et s'exercent dans 40% des cas quand la femme est enceinte. Donc en fait, le moment le plus fragile, c'est cet âge-là. C'est l'âge auquel les femmes ont le plus de chances d'être enceintes. Donc c'est plutôt une tranche d'âge relativement jeune, 25-30 ans. D'accord. Et quel est le nombre approximatif de femmes battues par an? Alors ça, c'est pareil, c'est compliqué à savoir parce que celles qu'on va connaître, c'est celles qui le déclarent. En réalité, il y en a un grand nombre qui ne le déclarent pas parce que c'est difficile, parce que c'est encore plus difficile quand c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout état de cause, dans le département du Nord, en 2015, ce sont 1092 femmes qui ont composé le numéro vert 3919 pour dire qu'elles étaient victimes de violences conjugales. 1092. Il y en a 5 en 2015 qui sont décédées dans le Nord sous les coups de leur conjoint. En moyenne, 2 femmes par jour sur l'année 2015 ont été reçues par l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Lille qui est en charge de cette question-là. 2 par jour. Donc sur 365 jours, je vous laisse faire le calcul. Et puis peut-être un autre chiffre qui me paraît quand même assez important, sur la zone gendarmerie, parce que vous avez la police et la gendarmerie et chacun intervient dans des zones différentes. On va dire que le rural c'est plutôt pour la gendarmerie et l'urbain plutôt pour la police. Et en zone gendarmerie, en 2015 toujours, 490 femmes ont été victimes de coups et blessures volontaires. C'est-à-dire que celles-là, on les a vues et la gendarmerie est intervenue. Mais il y a effectivement toutes celles qu'on ne voit pas, qui n'appellent pas le 3919, qui ne déposent pas plainte, qui ne vont pas voir les travailleurs sociaux et qui vivent cette situation sans en parler. En réalité, celles-là, il est difficile de les quantifier. Et au niveau des violences sexuelles, le chiffre, vous l'avez pas? Alors si je dois avoir la donnée chiffrée quelque part, en zone gendarmerie toujours, 39 faits de viol ont été, mais là pareil, constatés, déclarés. Et là on est encore plus loin, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que les violences sont difficiles à déclarer, surtout quand c'est quelqu'un de votre entourage, et c'est encore plus vrai quand c'est quelqu'un de votre entourage et que ce sont des violences sexuelles. Là en général on ne le dit pas, ou très peu. Ensuite, quelle est la principale violence qui revient le plus souvent? Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que celle qu'on constate le plus souvent, parce qu'elle est entre guillemets plus facile à constater, c'est la violence physique. C'est-à-dire que si vous prenez un coup de poing, vous allez avoir un bleu et ça se voit. Les violences psychologiques, les violences économiques ou administratives, elles ne se voient pas. Elles sont difficiles à démontrer. Il faut subir pendant longtemps de la pression psychologique pour pouvoir peut-être la faire constater par un psychiatre. Et encore, s'il constate que vous êtes dépressive, peut-être pas forcément parce que vous êtes victime de violences psychologiques. Donc celle qu'on voit le plus, évidemment, c'est la violence physique. C'est parce que c'est celle qui est le plus déclarée. Mais en réalité, on peut supposer, et la loi avait évolué en reconnaissant les violences psychologiques, on peut supposer qu'avec le temps, on s'apercevra que les violences psychologiques sont aussi réellement importantes. De la même manière, je parle de violence physique, on sera plus sur des coups. Ce qui va être déclaré, ce sont les coups. Les viols ou les violences sexuelles seront moins déclarées. Et enfin, quelle est la meilleure chose à faire quand on est victime de viol ou de violence? De mon point de vue, d'abord, c'est de toute façon d'aller déposer plainte et de se faire accompagner par quelqu'un en qui on a confiance. Alors il ne faut peut-être pas aller déposer plainte dans les 3 minutes qui suivent l'agression parce qu'on est trop sous le coup de l'émotion. Et les policiers ou les gendarmes, pour pouvoir prendre une plainte qui aide le procureur à se faire une idée de la situation et à se dire s'il faut faire une enquête ou pas, ils ont besoin de poser plein de questions, y compris des questions qu'on va mal vivre quand on a été victime de la situation. Donc il faut effectivement
s'il y a des choses qui sont visibles, prendre des photos. S'il y a des choses qu'on peut faire constater par un médecin, les faire constater par un médecin. Et ensuite se faire accompagner pour aller déposer plainte. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. Si on ne peut pas faire ça, appeler le numéro vert, c'est aussi une bonne chose. Mais de toute façon, il faut constater, dire. Pas garder ça pour soi. Donc s'il n'y a pas de preuve. Ça, c'est plus compliqué. Mais il faut le dire. De toute façon, si on peut le faire, il faut déposer plainte, c'est l'idéal, parce que de toute façon, ça donnera... D'abord, ça fondera un début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépose une plainte, si on n'a pas beaucoup d'éléments tout de suite, évidemment, peut-être qu'il n'y aura pas forcément une enquête, il y aura peut-être juste un rappel à la loi, mais si on en dépose une aujourd'hui, qu'on en redépose une la semaine d'après, et encore la semaine d'après, ça va commencer à constituer un certain nombre de preuves qui vont interpeller l'autorité judiciaire. Donc ça, c'est... Pour moi, la première des choses à faire, effectivement, c'est si on peut faire constater les choses, on les fait constater, et ensuite porter à connaissance. L'idéal, c'est le dépôt de plainte. Le 39 et 19, c'est bien. Un travailleur social, une association, un référent de violence. Il faut le dire, il ne faut pas le garder pour soi. Ça, c'est une certitude. Donc, nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Écoutez, merci à vous en tout cas d'abord de votre intérêt pour ce sujet. Alors c'est un sujet évidemment d'égalité entre les femmes et les hommes, mais il faut se dire aussi que c'est un sujet de santé publique. Il y a eu des études très importantes justement sur l'impact sur la santé des femmes des violences conjugales. C'est aussi malheureusement, il faut le dire, un sujet économique. Il y a eu des études aussi sur le coût des violences à l'égard des femmes pour la société française. Et enfin, c'est un sujet de démocratie parce que les violences qui s'exercent à l'égard des femmes au sein du couple s'exercent à l'égard des femmes parce que ce sont des femmes. Et donc on voit bien que là, on est sur un traitement différencié d'une partie de la population qui en plus est majoritaire, parce que les femmes sont 51% de la population en moyenne dans le monde et en France, je crois que même on est à 52 si mes informations sont bonnes. Donc une violence qui s'exerce sur plus de la moitié de la population, simplement parce que cette moitié est de sexe féminin. Donc il y a un vrai sujet démocratique derrière tout ça, donc vraiment merci de votre intérêt.